Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série sur se lancer en crypto. Donc série, je le rappelle, qui est dédiée aux débutants. Et ce premier épisode va, je dirais, dégrossir vraiment les questions les plus basiques que vous pouvez avoir sur qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce qu'une crypto, qu'est-ce qu'un coin, à quoi ça sert et pourquoi en fait on voudrait investir là-dedans. Donc ça va pas être une vidéo qui va rentrer vraiment dans le détail, mais c'est vraiment pour poser les bases de ce qu'on va ensuite expliquer pour savoir tout simplement qu'est-ce qu'on vient faire ici quoi. Donc on va commencer tout de suite et je vous ai trouvé un petit graphique, donc je vais m'appuyer là-dessus, c'est sur Blockchain France, qui est un site que je connaissais pas, blockchainfrance.net. Il y a un petit graphique qui est plutôt sympa. Donc comment on pourrait définir la blockchain? On pourrait définir ça comme un système qui va exécuter et qui va répertorier des transactions qui sont publiques, donc ça c'est un élément important, et qui sont libellées dans une crypto. Donc par exemple sur la blockchain Bitcoin, vous ferez des transactions qui sont en BTC. Donc ces transactions, elles sont maintenues et ce réseau, il est maintenu par plusieurs acteurs qui sont éclatés autour du globe, qui sont des mineurs pour le Bitcoin. Et en fait, c'est ce qui fait que c'est décentralisé. Donc vous entendez souvent que voilà, le Bitcoin c'est décentralisé, la blockchain c'est la décentralisation, etc. En fait, on dit que c'est décentralisé parce que justement ce réseau, il est supporté par des milliers de mineurs autour du monde et que personne demain peut venir et leur dire, écoutez, on arrête tout. Moi, je veux plus qu'il y ait aucune transaction qui se passe en Bitcoin. La blockchain, c'est terminé. C'est pas possible en fait. Il faudrait convaincre absolument tout le monde d'arrêter de miner du jour au lendemain. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut se faire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé et que personne, il n'y a pas un gros bouton et personne ne peut appuyer dessus et arrêter la blockchain. Donc ça c'est le petit graphique. Donc vous voyez en haut, vous avez transaction effectuée par donc un wallet A. On va plutôt dire ça c'est un wallet A qui veut faire une transaction vers un wallet B. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, cette transaction, elle va être regroupée parce qu'il faut savoir que un bloc, donc ce qu'on appelle un bloc, c'est un regroupement de transactions. Donc la première chose que la blockchain va faire, c'est regrouper les transactions qui veulent être effectuées. Donc là, il y a des petits frais qui vont être prélevés. Donc vous allez payer des frais qui peuvent être quelques centimes ou quelques dizaines de centimes. Votre transaction va être regroupée avec d'autres. Ce bloc va être validé donc par les mineurs dont on parlait à l'instant. Et une fois que ça c'est validé, ensuite, ce bloc va s'ajouter à la chaîne de blocs donc qui ont été faits déjà dans le passé. On va le dater et on va l'ajouter de manière publique. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir ce bloc et voir les transactions qu'il y a dedans. Et ensuite, c'est la réception par le wallet B de la transaction. Donc j'envoie de mon wallet A au wallet B et en tout, je vais avoir ces trois étapes qui vont être le regroupement dans un bloc de plusieurs transactions, la validation du bloc et l'ajout du bloc une fois qu'il est créé. Donc ici, vous allez dire, mais pourquoi les mineurs vont en fait miner? Pourquoi ils vont valider ces transactions? Et bien évidemment parce qu'ils sont payés pour le faire. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais essayez de garder en tête ce schéma qui est plutôt bien fait. Et donc je voulais aussi vous montrer, voilà, je vous ai dit que c'était des transactions publiques. Là je suis sur BTC Scan, donc je vais faire un petit refresh. Et donc ici sur BTC Scan, vous pouvez voir en temps réel les transactions qui sont effectuées sur la blockchain du Bitcoin. Donc vous voyez, ici vous avez la valeur et vous avez les frais. Et si je clique sur la transaction ID, je vais avoir des détails comme le wallet A, le wallet qui envoie, le wallet qui reçoit, etc. Donc là, vous voyez par exemple ici, j'ai un Bitcoin qui vient d'être envoyé avec les frais qui s'affichent ici. Donc c'est public, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir, hein, vous vous connectez sur BTC Scan et vous pouvez voir ce qui s'est passé. Donc ensuite, ce qui est, on va garder l'exemple du Bitcoin pour le moment. Donc, pourquoi le Bitcoin c'est aussi spécifique, pourquoi c'est aussi spécial? Eh bien, c'est parce que on a une supply qui est limitée. Donc, une supply qui est limitée, c'est-à-dire que le nombre de coins qui sera émis ne pourra jamais dépasser 21 millions de coins. Ça, c'est une spécificité du Bitcoin. Toutes les blockchains ne sont pas comme ça, mais pour le Bitcoin, voilà, on a décidé qu'il y aurait jamais plus que 21 millions de coins qui seront sur le réseau. Euh, et donc c'est une spécificité. Pourquoi? Eh ben parce que on compare souvent le Bitcoin à l'or par exemple, mais l'or on en découvre un peu tout le temps. Donc c'est-à-dire que l'or on n'a pas un montant d'or sur Terre
qui est connu en tout cas, où on se dit il n'y aura jamais plus que ça. Donc on va prendre l'exemple parce qu'en fait c'est dans l'air du temps, parce qu'en Ouganda, ils viennent de découvrir 31 millions de tonnes d'or, alors qu'il n'est pas raffiné, hein. Donc en fait, une fois raffiné, ça équivaudrait à 320 000 tonnes d'or. Pour vous donner un petit peu l'échelle, en ce moment dans le monde, de raffiné, il y a environ 250 000 tonnes d'or. Donc si l'Ouganda, si ce qu'ils sont en train de dire est vrai, ça date du 5 juillet, donc c'est relativement récent. Si ce qu'ils disent est vrai ici, ça veut dire qu'on va doubler le nombre, plus que doubler même la quantité d'or dans le monde. Donc là, l'impact sur le cours, ça pourrait être dramatique, parce qu'en fait, vous allez doubler la quantité d'or. Bon, c'est pas pour demain, hein, il faut l'extraire, il faut la raffiner, et après, il faut qu'il y ait une demande pour la vendre. S'il n'y a pas de demande, le cours s'effondre. Donc, c'est pour vous donner un exemple, c'est pour comparer, parce qu'on compare souvent à l'or, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence qui est que bah, l'or, on peut en découvrir à n'importe quel moment, alors que du Bitcoin, on va en miner 21 millions, et une fois que c'est terminé, en fait, on n'en minera plus. Euh, donc voilà, ça c'était pour illustrer ce point-là. Et aussi une différence que j'ai pas encore définie, c'est la différence entre coin et entre token. Vous allez entendre coin et token. Parfois les deux sont un peu mélangés, mais alors ce sont deux choses différentes. Un coin, c'est natif de sa blockchain. Donc c'est-à-dire que pour la blockchain Bitcoin, vous avez du BTC. Le BTC, c'est le coin qui est natif de cette blockchain. Pour l'Ethereum, vous avez le TH. Le TH, c'est un coin qui est natif de sa blockchain, qui est l'Ethereum. Mais vous avez tout un tas de tokens, cette fois-ci, qui sont pas natifs de la blockchain, mais qui utilisent l'Ethereum, par exemple, pour faire leurs transactions. Donc ces tokens, ça peut être par exemple Chainlink, je prends un token au hasard. Chainlink utilise la blockchain Ethereum pour ses transactions. Donc c'est pas un token qui est natif de l'Ethereum, mais c'est un token qui utilise l'Ethereum eh bien pour interagir sur la blockchain, tout simplement. Donc c'est une petite différence, c'est pas très important, mais c'est toujours bon de le noter, la différence entre coin et token. Euh, Prochain point, comment on va créer du Bitcoin? Donc on a déjà touché à ce point avec, je reprends mon graphique, avec ici l'étape de validation. En fait, au moment de la validation, vous vous rappelez que durant cette transaction, celui qui va envoyer le Bitcoin va payer un tout petit peu de frais. Donc ça déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la validation qui va se faire, en fait, la validation du bloc va ensuite engendrer un paiement au validateur. Donc c'est sa récompense pour avoir validé le bloc. Donc sinon il n'y aurait pas de validateur, en fait, ça servirait à rien. Il faut qu'il y ait forcément un paiement à un moment donné. Et donc ce paiement, en fait, va permettre de créer de nouveaux bitcoins. Et rattaché à ça, on a le halving, qui est un mot que vous avez peut-être déjà entendu. Le halving, c'est tout simplement le montant de cette récompense, en fait, pour la validation d'un bloc. Pour le moment, elle est de 6,25 BTC, c'est-à-dire que si vous validez un bloc, vous touchez 6,25 BTC. Valider un bloc, c'est compliqué, hein, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de puissance de calcul, donc ça coûte aussi de l'argent, ça coûte de l'électricité, ça coûte des cartes graphiques, etc. Et en 2024, on va passer à 3,125, c'est-à-dire que ce sera divisé par 2. Donc, on peut en penser quoi de ça? Eh bien, on peut se dire que la supply, donc ça veut dire que la création de nouveaux coins va diminuer après 2024. Il faut savoir que les mineurs, ils font quand même qu'ils vendent une partie de leur BTC pour pouvoir être bien rentables, pour pouvoir financer leurs opérations. Donc ça pousse le cours du Bitcoin à la baisse. Tout simplement parce que ils vont les vendre. Donc le fait de vendre, s'il y a toujours une demande qui est la même, voire même qui baisse, hein, en ce moment la demande baisse parce que bah, tout le monde a peur. Donc s'il y a une demande qui baisse alors que les mineurs eux continuent d'encaisser les bitcoins avec le minage, et ben en fait ils vont en vendre une partie. S'ils en vendent la moitié tout le temps, bah, la vente va rester la même, mais par contre la demande elle va baisser. Donc là le cours va baisser. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'important et que le halving généralement c'est bullish, c'est-à-dire qu'on pense que ça va faire monter les cours, en tout cas sur le moyen long terme, parce que tout simplement, en fait, il y a moins d'inflation, en fait. Donc on en parle aussi beaucoup de l'inflation en ce moment. Là sur le Bitcoin, en fait, en 2024, l'inflation va baisser parce qu'on va créer de moins en moins de Bitcoin.
Donc ça c'était un point aussi important parce que c'est une des spécificités du Bitcoin et de la blockchain. Et pour faire aussi un aparté, on parle de mineurs. Pourquoi on parle de mineurs ici? Bah parce que le Bitcoin c'est une blockchain qui est proof of work. Donc proof of work et proof of stake c'est aussi des choses qui sont très souvent discutées. Le proof of work, c'est donc comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il vous faut une puissance de calcul informatique, il vous faut des cartes graphiques qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour créer du Bitcoin, pour valider ces transactions et ces blocs, et donc pour faire vivre la blockchain. Donc ça c'est le proof of work qui est souvent décrié dans les médias parce que ça pollue, ça consomme énormément d'électricité, etc. Et à l'opposé vous avez le proof of stake qui là donc ça a la même fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va vouloir valider des transactions, on va vouloir valider des blocs. Et la différence c'est que là en proof of stake la validation se fait par des wallets de délégation qui sont des wallets spécifiques pour valider les opérations. Donc comment ça va être fait? Et bah par exemple on va avoir, je sais pas moi, 100 validateurs, donc 100 wallets de validation, et vous allez simplement déléguer vos coins et dire voilà moi je vais déléguer ces coins là à tel wallet de validation, et donc en proportion de ce que ce wallet va détenir du réseau, en fait ce sera sa force de validation dans le réseau. Donc la différence c'est que d'un côté on utilise du matériel physique. De l'autre côté, on va utiliser des wallets, donc qui sont des wallets, enfin, qui sont voilà des portefeuilles électroniques, donc qui sont pas entre guillemets matérialisés. Donc on n'a pas tout cet impact environnemental, on n'a pas cette consommation d'électricité, mais par contre généralement c'est moins décentralisé. Donc c'est le mauvais côté du proof of stake, c'est que on a parfois un nombre de délégateurs, donc un nombre de wallets de validation qui est faible. Parfois c'est quelques dizaines seulement. Donc c'est pas toujours le cas. On a par exemple Elrond, je crois qu'ils ont 3200 validateurs, il me semble. Donc ça reste quand même énorme en termes de décentralisation, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est quelque chose aussi à vérifier avant, par exemple, d'investir sur un coin, c'est de savoir si c'est proof of stake ou proof of work, et si c'est proof of stake, combien il y a de validateurs. Euh, donc le BTC et l'or, on en a déjà discuté. Donc là, on a simplement parlé Bitcoin, on a un petit peu parlé de l'Ethereum, et on va s'attacher un peu plus sur l'Ethereum ici parce que l'Ethereum c'est vraiment complètement différent du Bitcoin. Le Bitcoin, on a vu que c'était un peu comme l'or, donc ça pourrait être comme une monnaie, comme une commodité. On ne sait pas trop comment c'est défini hein, pour le moment. Mais en tout cas, voilà, enfin, vous voyez à peu près de quoi on veut parler. Pour l'Ethereum, par contre, c'est différent parce que là, on a une blockchain qui peut supporter des smart contracts. Donc les smart contracts, c'est quoi? On peut définir ça comme c'est un programme qui va être codé directement sur la blockchain et qui va être stocké sur cette blockchain et qui va permettre des interactions sans intermédiaire. Donc c'est-à-dire que ce smart contract, il va faire le lien en fait entre deux personnes qui veulent par exemple s'échanger bah, par exemple de l'Ethereum. Donc vous avez d'un côté une personne qui veut vendre un Ethereum, de l'autre côté une personne qui veut acheter un Ethereum. Ces deux personnes-là, ils veulent pas passer par un exchange, donc ils veulent pas aller voir Binance et leur dire voilà, moi je veux vendre ça sur le marché, trouvez-moi une contrepartie. Ils veulent le faire en fait peer-to-peer, donc c'est-à-dire de particulier à particulier entre guillemets. Et pour faire ça, par exemple, on peut imaginer un smart contract. Pour vous donner un exemple de smart contract, le smart contract va par exemple aller voir le wallet A et vérifier qu'il a bien un Ethereum, un ETH, et le wallet B qu'il a bien par exemple 1000 dollars. Et le wallet A veut vendre son ETH à 1000 dollars, le wallet B veut l'acheter pour 1000 dollars. Donc là simplement le smart contract ce qu'il va faire c'est qu'il va aller sur la blockchain, il va aller regarder que le wallet A a bien un ETH, que le wallet B a bien 1000 dollars, et on va demander à ses participants, au wallet A et wallet B, de valider cette transaction. S'ils sont d'accord, donc ils vont dire bah ok très bien, moi je veux le vendre pour 1000 dollars, moi je veux l'acheter pour 1000 dollars. Les deux sont d'accord. Le smart contract il va aller prendre cette ETH et il va aller l'envoyer sur le wallet B. Il va prendre les 1000 dollars du wallet B et il va les envoyer sur le wallet A. Et la transaction est terminée et vous avez eu besoin de personne. Vous avez simplement eu besoin du smart contract. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit que en fait il n'y a pas ce point de confiance, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire confiance à votre contrepartie pour faire cet échange.
Vous, ce que vous voulez savoir, c'est simplement que votre contrepartie, pardon, elle a un ETH ou elle a 1000 $ pour être sûr d'être payé ou pour être sûr de recevoir ce que vous avez acheté. Donc là, vous devez simplement avoir confiance dans le smart contract. Généralement, c'est public, parfois même c'est audité. Donc si vous connaissez un petit peu en code, vous pouvez carrément directement aller voir le code et voir comment ça fonctionne. Donc voilà, il y a des smart contracts déjà bien connus qui font le boulot. Mais pour vous donner un exemple très simple, voilà à quoi ça pourrait servir. Donc des blockchains, il y en a plein. Là, on a vu Bitcoin, on a vu Ethereum, il y en a plein d'autres. Et généralement, on va être sur des blockchains avec certaines spécificités, avec des coins ou des tokens qui ont une utilité particulière dans un domaine particulier. Mais c'est pas toujours le cas. Donc vous connaissez peut-être les meme coins ou les shitcoins qu'on peut appeler. Donc vous avez tout ce qui est Dogecoin, Shiba, etc. Qui sont des coins en fait qui n'ont pas vraiment d'utilité. Alors le Dogecoin qui est poussé par Musk se veut comme là par exemple une currency, donc vraiment comme un moyen de paiement. Mais il n'y a pas vraiment de narratif derrière, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de projet sérieux derrière. Donc des coins comme ça, vous en avez des tonnes, donc faut bien se renseigner. Ça veut pas dire que vous n'allez pas gagner d'argent dessus, mais tout simplement il faut bien comprendre dans quoi on investit parce que voilà, acheter du Shiba c'est vraiment un ticket de loto quoi. C'est pas, y a pas d'utilité derrière. Euh, donc pour revenir sur tous les points qu'on a mentionnés, qu'est-ce qui fait la force du Bitcoin et de la blockchain? Pourquoi on a envie d'investir là-dedans et pourquoi on y croit? Euh, et bah déjà, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, mais ça s'arrête jamais. Donc, si vous voulez faire un transfert d'argent le samedi, le dimanche ou à minuit à 2 heures du matin, c'est possible. C'est-à-dire que ça va pas prendre une journée, ça va prendre peut-être quelques minutes afin d'être complété. Vous avez une supply qui est limitée, donc vous avez un nombre de coins qui est limité pour le BTC. C'est pas le cas pour toutes les blockchains, c'est pas le cas pour tous les coins ou pour tous les tokens, donc c'est quelque chose à vérifier. Vous avez des frais qui sont relativement faibles. Pour des transferts, on a des personnes qui font des transferts de plusieurs millions, voire milliards, et ils paient peut-être quelques dollars de frais. Donc c'est extrêmement faible. Si vous avez fait la même opération de manière bancaire avec une banque, ça aurait coûté des centaines de dollars, voire même peut-être des milliers de dollars. Et surtout, on a besoin de personnes pour faire ces transferts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est probablement le plus important. Et vous n'avez pas besoin de faire confiance à vos contreparties. C'est aussi la force. Donc là, on parle plutôt de Ethereum avec des smart contracts, etc. C'est tout le côté aussi finance décentralisée, dont on fera, je pense, une vidéo dédiée à ça. Et aussi, c'est l'ownership, donc c'est-à-dire le fait qu'une fois que vous avez votre BTC sur votre wallet ou votre ETH, c'est à vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous le prendre, on ne peut pas vous le geler par exemple. Donc ça c'est à condition de le mettre sur un wallet vraiment qui vous appartient, un wallet en dur, un ledger par exemple. Et de ne pas le connecter à un ordinateur, vous mettez ça voilà, sous votre lit, c'est comme si vous aviez du cash sous votre lit en fait. Donc c'est à vous, on peut pas vous le prendre. Donc si vous avez de l'argent en banque, c'est pas le cas, parce qu'une banque ça peut faire faillite. Vous pouvez être soumis aussi à, comme on le voit en Russie, hein, des gens carrément qui ont leur compte bancaire bloqué parce qu'ils sont russes. Voilà, tout ça, ça n'arrive pas du moment où vous détenez vos coins et vos cryptos vous-même, c'est quelque chose qui peut pas arriver. Donc en conclusion, avant de vous lancer, parce que quand même cette vidéo c'est pour vous, pour dégrossir un peu le terrain, pour savoir qu'est-ce que vous allez venir faire dans cet environnement, dans la crypto. Avant de vous lancer, c'est de bien définir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Donc quand je dis ça, c'est le BTC par exemple, si c'est simplement pour en détenir pour faire de la diversification d'un portefeuille, voilà, c'est une chose. Vous dites, je vais en acheter un petit peu tous les mois et ça me fera une diversification parce que j'ai déjà des actions, j'ai déjà de l'immobilier, etc. Très bien. Ça peut être aussi parce que vous voulez faire des stratégies beaucoup plus agressives et volatiles. Donc là, c'est peut-être plutôt dans la finance décentralisée. Vous voulez peut-être du rendement ou tout simplement investir dans des projets d'avenir, donc peut-être à 5 ou 10 ans.
Donc ça, c'est des profils différents. Vous devez les définir vous-même. Vous devez aussi vous donner un budget. Est-ce que vous allez mettre 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros? Est-ce que vous allez mettre un budget tous les mois? Ça, c'est à vous de voir, mais c'est quelque chose qu'il faut décider bien avant de rentrer en crypto. Je pense en tout cas, de mon avis, pour ne pas se planter et pour ne pas être perdu, parce que bah, des coins, il y en a des milliers, des dizaines de milliers même, je crois qu'il y en a presque 20 000. Donc vous pouvez vite être, je dirais, noyé dans la masse d'informations et de tokens et de coins qui sortent des projets, etc. On parle même pas des NFT ou quoi, hein. Là c'est vraiment juste des coins et des tokens. Donc ça peut être un peu beaucoup au début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Comme je vous l'ai dit, on rentre pas dans le détail, on effleure un petit peu la surface. Il y aura d'autres vidéos qui viendront en complément, mais là déjà c'est l'introduction. Et ensuite, les prochaines vidéos, bah, ce sera sur la création de wallets et aussi de comptes sur les exchanges. Et ensuite l'interaction, comment faire des transactions, comment acheter, vendre, etc. Et on ira un petit peu plus dans le détail au fur et à mesure. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.